Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo de la première séance sur expertise, politique et démocratie. Alors, dans la première, on s'était intéressé aux faits d'actualité. Il est maintenant temps d'essayer de formuler ce que j'appelle la problématique, à savoir l'ensemble des grandes questions théoriques qui émergent lorsqu'on s'interroge sur la place de l'expertise en politique et en démocratie. Pour commencer, je pense que le mieux c'est de se demander ce que c'est qu'une action. Je vais trouver chez Aristote, un philosophe grec du 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ, une définition de l'action. Plus exactement, une définition de l'action qui nous explique un petit peu quelle est la place qu'a le savoir dans l'action. Dans l'éthique à Nicomaque, Aristote développe la théorie devenue célèbre du syllogisme pratique. Le syllogisme, c'est en grec une réflexion. Et d'ailleurs, Aristote, bien connu pour ses réflexions sur la science, définit la science comme ce qui peut se mettre sous la forme d'un syllogisme, d'une démonstration. Alors vous connaissez tous les syllogismes d'ailleurs dont Aristote ne parle jamais. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, dont Socrate est mortel. Ok, aucun problème, c'est de la science. Pourquoi? Parce que si jamais on met une phrase vraie au début, majeur et mineur, Socrate est un homme et tous les hommes sont mortels, alors on est sûr qu'à la fin on a une vérité. Un syllogisme, il permet de transmettre les qualités du départ à la fin, un peu comme une machine bien huilée. Chose originale, Aristote applique ça à l'action. L'action serait la conclusion d'un raisonnement. Par exemple, les viandes légères sont facilement digestes et bonnes pour la santé. Je prends l'exemple de l'éthique à Nicomaque. Or, les volailles devant moi sont légères. Conclusion, en les mangeant, je peux produire la santé. L'action est aussi quelque chose de rationnel. Il y a un raisonnement dans une action. Et quand elle est bien foutue, l'action, il y a un fil aussi nécessaire que dans une démonstration. Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur la politique? On pourrait croire que ça n'a pas de rapport, bien au contraire. En fait, reprenons ce modèle. L'action, elle suppose, premièrement, une connaissance d'ordre universel. Toutes les viandes digestes sont ceci, cela. Une connaissance moins d'ordre général. Bon. Deuxièmement, elle suppose une capacité qu'on appellerait une connaissance d'ordre particulière, c'est-à-dire qui porte sur les choses qui sont dans le monde concret, tel poulet, telle volaille. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Et dernièrement, mais en fait c'était le point de départ, dit Aristote, tout cela ne marche qu'à condition qu'est-ce qu'il appelle un élément moteur, c'est-à-dire un but. On dit parfois aussi une fin. Fin au sens de but. Là, la santé. Eh bien, par exemple, celui qui a une mauvaise hygiène de vie ne vise pas la santé. D'accord? Donc, trois ingrédients qui constituent la rationalité pratique, le domaine de la fin, le but, les préférences, on dit parfois oui, le domaine de la connaissance en général, la science, disons l'ordre théorique, et le domaine du savoir-faire, l'expérience, celui qui sait manipuler la matière. Aucune action n'est possible sans l'association harmonieuse de ces trois éléments. Et c'est par exemple ce qui fait la qualité propre à l'homme politique d'après Aristote, c'est pour ça que je vous ai mis la tête, le buste de Périclès, c'est que Périclès, c'est l'exemple pris dans l'éthique à Nicomaque par Aristote du phronimos. Le phronimos, c'est l'homme politique vertueux. Plus exactement, c'est l'homme prudent. La traduction contemporaine aujourd'hui, c'est l'idée de sagacité, car derrière le mot de prudence, aujourd'hui, on entend souvent celui qui va faire un peu attention, limite peureux, quoi. Non. Chez Aristote, la phronésis, la qualité, c'est la vertu de celui qui est capable de bien raisonner lorsque ce qui est en jeu est le bon et l'utile. Alors pourquoi on rapproche ça du syllogisme pratique? Parce que ça n'est pas une intuition venue, je sais pas, des dieux, d'un ange, d'un génie ou d'un naturel. Non, ce n'est pas ça. Chez Aristote, la vertu, elle est bien liée à une rationalité. Périclès était capable de passer d'un certain nombre de principes, le bonheur de sa cité, la sécurité, il était d'abord stratège, Périclès, mais il est capable de faire le lien, le raisonnement entre ça et l'action qu'il faut en tirer. Voilà la qualité du politique. Donc, le modèle aristotélicien de l'action, il est hors de question de faire un cours sur Aristote, mais il a, depuis très longtemps, été récupéré par tous les penseurs de l'action, et par exemple aussi les penseurs de l'action publique. Parce que ce qu'il nous propose, c'est un modèle, et un modèle où, si on respecte bien les doses, les proportions, les rôles, on trouve aussi une norme de la bonne action, notamment politique. Et oui, évidemment, aux dirigeants politiques reviendrait la délibération sur la fin, ce qu'on appelle parfois aujourd'hui l'arbitrage. L'image de l'arbitre est assez bonne d'ailleurs. L'arbitre regarde des faits ou des équipes, et au bout d'un moment, quand il sait bien ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, c'est lui qui va dire je préfère cette solution à telle autre. Je suis capable de la relier à une fin plus importante. De l'autre côté, il y a le champ de l'expertise qui est toujours double. Aujourd'hui, il y a une certaine ambiguïté car le mot expert, on l'associe plutôt à celui qui a un savoir froid, un savoir scientifique, alors qu'on parlera moins peut-être d'expert en question de technique. Mais
Là n'est pas la question. L'expert, au départ, étymologiquement, c'est celui qui est reconnu comme sachant à cause de la pratique, de son expérience. Bien. En tout cas, aux experts, le savoir ou le savoir-faire, aux politiques, la fin. Et cette partition du travail, cette division sociale du travail, elle est aussi une norme. Un bon régime devrait distinguer les organisations ainsi. Et si elle ne le fait pas, on se retrouvait avec des problèmes ou avec moins de bonheur, comme aurait dit Aristote. Alors, j'espère qu'avec ces quelques éléments, on va pouvoir mieux formuler les questions qui se posent lorsqu'on réfléchit au rapport entre savoir et pouvoir dans l'action publique. Premier problème sur les 3 que je voudrais traiter. Un problème qui, en apparence au départ, n'est que d'ordre pratique. Il ne s'agit pas ici de savoir si jamais on parle d'une démocratie, d'une autocratie, d'une théocratie, enfin de tous les machins qui finissent en cratie. Non, il s'agit simplement de constater que puisqu'on a établi un rapport de proportionnalité entre la qualité de l'information et la qualité de l'action, alors le savoir ne fait pas partie des objets superflus, bonus de la politique. Non, le savoir est une denrée d'ordre nécessaire. Il y a un lien de dépendance entre l'action publique et le savoir qui l'éclaire, comme on le dit très fréquemment. De sorte que, comme le pétrole ou les armes, eh bien, le savoir fait partie de ces choses, de ces denrées qu'un État doit sécuriser, de ces choses dont l'approvisionnement doit être sécurisé par l'État. De même qu'il y a par exemple des stocks de pétrole en France, dans la plupart des pays un peu sérieux. À partir de là, et encore je le dis une fois, peu importe la forme et l'idéologie qu'il y a derrière l'État en question, vont se poser des questions de politique publique très simples. Quelle part de nos finances consentons-nous à l'approvisionnement en savoir? Petite traduction pour rendre les choses concrètes, est-ce que déjà nous sommes clients d'organismes privés? Dans ce cas, l'effort financier va consister à passer des commandes. Un État, il a une puissance plus ou moins grande financière, et puis il peut aussi faire les lois qui vont organiser ces commandes. Est-ce que, d'un autre côté, il va plutôt se considérer comme devant produire lui-même, par un souci d'autonomie bien louable, les connaissances en question? Voilà différentes options, sachant qu'au milieu, toute une gamme de déclinaisons est possible. Je pense, par exemple, que l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, créé en 1946, et dirigé d'abord par Jean Monnet, si je ne me trompe pas, est une création d'ordre public, qui d'ailleurs prend la suite d'autres organismes qui avaient cette vocation-là, où on se dit, il y a des choses absolument indispensables pour les prises de décision, nous n'avons pas à perdre de temps à passer des commandes à des organismes privés, eh bien, nous allons mettre plusieurs milliers, il y en a plusieurs milliers, de fonctionnaires de catégorie A, B et C, même s'il y a aussi quelques centaines de gens sous type de contractuels. Nous allons produire nous-mêmes du savoir. Mais il est évident que tout ça passe par l'autre chose. Cela passe par exemple des financements de recherche, un centre national de recherche scientifique. Bon, tout ça est possible. Autre exemple, il y a aussi la question de savoir, et c'est par exemple le cas de Sanofi qui l'a révélé pour moi, je ne le savais pas, il n'y a pas longtemps. Voilà, au sujet de la polémique de est-ce que Sanofi livrerait ou pas, ou servirait d'abord les États-Unis d'Amérique qui avaient particulièrement participé au financement des études sur le vaccin, sur l'éventuel vaccin contre le Covid-19, eh bien un jour, M. Paul Hudson de Sanofi a dit oui, ben donc on les servira en premier. A crié énormément d'énervement en France. Pourquoi? Alors je ne savais pas, mais parce que Sanofi est à 80% détenu par des investisseurs publics. Et parmi ces investisseurs publics, les investisseurs français sont particulièrement représentés. Donc, entre l'INSEE, organisme privé, public, excusez-moi, entre acheter des données ou du consulting à des think tanks, et entre des trucs compliqués, des prises de participation à l'intérieur d'organismes privés, puisque c'est une société d'ordre privé, Sanofi, voilà toute la gamme des choses possibles. Rajoutons aussi que, par exemple, ce qu'on appelle la politique industrielle, la politique des brevets, est aussi une façon pour un État de sécuriser ou de penser l'approvisionnement en savoir. À partir de quand peut-il se servir d'une connaissance qui a été inventée par quelqu'un d'autre? Ne pensons pas donc à cette propriété industrielle que du point de vue économique, il s'agit aussi d'une appropriation des savoirs. La lecture d'un article du Monde concernant la crise du coronavirus me semble fournir un exemple particulièrement frappant des difficultés que pose cette articulation. En effet, à l'issue de la crise du coronavirus, on a vu, ou plus exactement on a mieux entendu, les voix qui dans les hôpitaux publics s'élevaient contre une organisation qui avait été toujours voulue à l'économie. Moins de lits, moins de personnel, plus de contrôle des dépenses, etc. Aujourd'hui que les gens semblent écouter un peu plus, le gouvernement semblait faire signe en disant qu'on allait mettre fin à tout ça. Or, qui, d'un point de vue marché, quelle société s'était vue dévouer depuis les années 2000-2010 tous ces plans de retour à l'équilibre financier que commandaient les ARS? Une des premières d'entre elles, Capgemini.
L'article se consacrait à d'autres considérations, par exemple le passage du public au privé dans ces boîtes, c'est un problème en soi, mais ce n'est pas le seul qui m'intéresse. Non. Ce qui est assez amusant, c'est que cette société qui avait donc, avec son expertise, expliqué comment réduire les coûts pour le meilleur, paraît-il, de l'hôpital public, était de toute façon vouée inévitablement à être aussi celle à qui on allait demander de faire le contraire par la suite, si tant est qu'on fasse le contraire, ce dont je doute profondément. Mais, par exemple, c'est Capgemini qui a, en tant qu'elle est au départ une société de consulting informatique, un des acteurs qui s'est vu donner le marché de gestion de l'application Track Covid. Alors, la difficulté, c'est que tout ça n'est pas sans effet pervers sur les établissements publics eux-mêmes. Pourquoi? Une lettre de la Cour des comptes à Madame Agnès Buzyn, qui était encore ministre de la Santé, datée d'avril 18, le dit très clairement. Le recours à ces marchés publics par les établissements publics de santé, ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que justement les maîtres d'ouvrage, les hôpitaux eux-mêmes, les ARS eux-mêmes, n'ont plus la connaissance que justement on a délégué et acheté à des sociétés d'ordre privé. Ce qui va poser un grave problème, au minimum, celui de la vérification de la qualité du travail accompli par ces acteurs privés. Cet exemple nous met sur la piste d'un second problème d'ordre plus théorique. Qu'est-ce qu'un expert? Un expert, ce n'est pas simplement quelqu'un qui sait. D'ailleurs, tout le monde sait quelque chose ou sait faire quelque chose. Non. Un expert, c'est être reconnu par autrui comme sachant et comme devant être écouté. Pourquoi? Parce qu'il existe une situation d'ordre problématique et à laquelle des gens ne se sentent pas capables de répondre. Alors, étant donné que l'expertise est une relation sociale, eh bien, on ne peut pas parler d'expert sans se demander qui désigne et qui évalue. Et là est le piège, ou plus exactement la difficulté. Si jamais je veux désigner un expert, eh bien, sur quelle base vais-je me fier? Si jamais j'ai à le faire, le plus judicieux, ce serait que je désigne un expert qui soit un expert. Mais comment le savoir si je ne suis pas moi-même un minimum compétent dans le domaine? Il y a là une circularité qui parfois, inévitablement, même je pense d'ailleurs, inquiète. En effet, ou bien quand je veux par exemple trouver un bon plombier, c'est-à-dire un expert, ou bien moi-même je m'y connais un minimum, ce qui va me permettre de vérifier la compétence de l'expert, ou bien je n'y connais rien, et dans ce cas j'entre dans des processus de confiance, par exemple je vais me fier aux évaluations sur un réseau social, super plombier, il y a 5 sur 5 étoiles, ou un ami, que moi-même je crédite d'une forme d'expertise. Dès lors, si jamais on se situe en dehors de l'expertise soi-même, il y a une au minimum difficulté structurelle à comprendre et à reconnaître la mise en responsabilité des experts. La défiance, soulignée par le rapport de 2008 de France Stratégie, elle n'est pas un processus simplement conjoncturel, elle est liée à la nature de la situation d'expertise. Dès lors, on comprend aussi que la question de ce savoir n'est pas qu'un problème de défiance. Je suis assez surpris que ce soit le seul angle pris par France Stratégie. C'est aussi un problème réel. Est-ce que véritablement, ceux qui sont mis en situation d'expertise sont des experts? Là, la défiance rejoint l'interrogation sérieuse. En effet, quelles sont, après tout, les seules raisons que peut comprendre celui qui n'est pas expert lorsqu'il voit son pouvoir politique dénommer des experts? Eh bien, ce qu'il va voir sont des choses compréhensibles par tout le monde. Par exemple, le fait, je crois d'ailleurs inévitable, que vont être nommés experts des gens qui connaissent les personnes au pouvoir. Pour une raison simple, c'est que l'expertise ne naît pas de rien. Elle naît d'un processus d'éducation qui est toujours aussi un processus de socialisation. Lorsque tel élève d'une promotion de l'ENA, qui est devenu un ministre, va nommer tel autre élève d'une promotion de l'ENA ou de la même promotion de l'ENA expert sur tel thème, qu'est-ce qui sera compréhensible de l'extérieur? La proximité sociale. Qu'est-ce qui sera la véritable raison? Eh bien d'abord peut-être la proximité sociale, peut-être aussi d'autres raisons extrêmement scientifiques. Si ça se trouve, il n'apprécie pas du tout cet ancien camarade de promo, mais en tout cas, l'intelligibilité des raisons de la désignation, elle est elle-même un vrai problème d'ordre politique. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas en réalité croire à la possibilité d'une stricte séparation entre le pouvoir d'un côté et un savoir de l'autre. Le pouvoir ne peut pas se permettre le luxe de ne pas savoir un minimum. En effet, pour désigner efficacement, pour évaluer efficacement, mais aussi pour partager la reconnaissance qui constitue l'expertise, c'est-à-dire qui constitue la confiance, il faut un minimum, peut-être même un maximum, de culture et de connaissance de la part du pouvoir petit 1 et, quand on est en régime démocratique, de ce pouvoir qui est censé être le peuple lui-même. Bien.
Il n'est donc pas étonnant que les dernières recommandations du report France Stratégie de 2018 portent sur cet enjeu, sur ce volet éducatif. Je t'ai mis à droite la dernière revendication, vraiment la véritable dernière revendication, c'est-à-dire qu'il consiste justement à proposer et à imposer plus exactement aux journalistes des formations d'ordre épistémologique, c'est-à-dire, l'épistémologie c'est la philosophie des sciences. Il faudrait qu'ils soient capables de s'y connaître dans la façon dont le vrai est produit dans les différentes sciences. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'est pas dit qu'en voulant toucher les journalistes, on veut toucher l'opinion qu'ils contribuent à former, mais ça ne me semblerait pas du tout honteux. Deuxième volet, mais c'était la proposition avant-dernière, il s'agit de faire évoluer la formation du pouvoir, les élites administratives, pour qu'elles aient elles-mêmes une culture scientifique, bien évidemment, repenser au problème des ARS et de Capgemini, et inversement, il faudrait, c'était avant qu'on parle de la réforme de l'ENA, ouvrir finalement l'accès à l'ENA aux gens qui ont déjà une culture scientifique. Que le scientifique fasse partie de l'administration, que l'administration se cultive d'un point de vue scientifique, voilà les deux autres façons en fait de garantir que le savoir est un intérêt pour le pouvoir. Alors, finalement, l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences, c'est vraiment la base de cette discussion sur la qualité du savoir, car même si jamais, j'imagine qu'on ne se pose pas cette question-là toujours dans les ministères, au fond, et depuis l'invention de la philosophie, on s'est toujours demandé ça, mais qu'est-ce que c'est qui est véritablement capable de dire qu'il est en détention de la vérité? Qui a le droit de dire « moi je sais des vérités et je suis certain de ceci, de cela ». Il n'y a pas vraiment de doute sur l'existence d'une vérité et d'une certitude en mathématiques, je le confesse. En revanche, combien de fois avons-nous dans l'histoire de l'humanité accordé à tel type de personne ou à telle discipline constituée le statut d'expert, statut qui nous ferait aujourd'hui bien rigoler. L'exemple classique, c'est l'exemple de la place de la divination dans la politique romaine. Si vous lisez Cicéron, ou si vous lisez un très bon article de Jörg Rübke, que je vous mettrai ensuite en lien, vous verrez que cette divination a une place considérable. Les hospices, la prise d'hospice, ça consistait à interroger les dieux à travers deux pratiques, essentiellement, comme vous le voyez sur l'image, vérifier la façon dont certains poulets bouffent des graines qu'on leur donne, ou bien la lecture dans le vol des oiseaux de la réponse à la question qu'on a posée aux dieux. Ça s'appelle notamment, c'est pour ça qu'on parle d'oiseaux de mauvais augure, car les augures étaient certains de ces prêtres qui étaient spécialisés dans la lecture des signes envoyés par les dieux. Alors c'est passionnant, mais rentrer dans le détail serait une perte de temps, mais voilà, un domaine qui était considéré comme un domaine d'expertise. Alors, sincérité ou pas, la question n'est pas celle de Paul Venn, est-ce qu'ils ont cru à leur mythe, mais réalité d'une situation d'expertise. Bon. Eh bien, aujourd'hui, nous, qui faisons les malins, est-ce que nous sommes véritablement capables de dire que, par exemple, l'économiste, qu'on interroge sans doute à juste titre, est détenteur d'une véritable science? Je sais bien qu'on parle de sciences économiques et sociales, ou même de sciences politiques, mais est-ce qu'on est capable, les uns et les autres, d'avoir fait les petites vérifications épistémologiques pour savoir si on est en présence d'un savoir? Est-ce qu'en gros on est capable de dire quel est le degré de vérité et de certitude que peut espérer ce genre de science? Ce n'est pas du tout évident. Passons maintenant au deuxième problème d'ordre théorique. Il porte sur la question du pouvoir que pourraient détenir, ou que même devraient détenir ceux qui savent. Est-ce qu'en fait, si jamais ils savent autant de choses qu'on l'a dit, on ne devrait pas leur laisser directement le pouvoir? Ne l'ont-ils pas déjà ce pouvoir? Alors, premièrement, d'un point de vue bêtement logique et factuel, dans la mesure où il y a une dépendance de l'action politique et de sa qualité au savoir, il y a déjà, en fait, un pouvoir. Puisque le pouvoir, c'est la capacité pour quelqu'un de changer le cours de l'action d'autrui. Mais, est-ce qu'on a des exemples ou des théories? Théoriquement, il y a une chose qui est vraiment très célèbre en philosophie, qui est la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, en 1807, dans la phénoménologie de l'esprit, un passage très théorique, je ne vous recommande pas de le lire, il est d'une grande abstraction. Passage théorique est devenu extrêmement célèbre. Pourquoi? Parce qu'il a abouti notamment à des réflexions chez Marx, qui est un lecteur de Hegel, ou à la relecture par un grand philosophe français du XXe siècle, M. Kojève, qui a inauguré un courant qui va continuer dans toute la gauche philosophique française du XXe siècle. Et ce passage, c'est la dialectique du maître et l'esclave. On peut le résumer en un terme extrêmement simple. Admettons qu'il y a un combat entre deux personnes qui s'affrontent pour se prouver l'une à l'autre qu'elles sont les plus fortes, qu'elles sont les plus libres. Si l'un se soumet, il devient esclave et l'autre le maître.
Alors, ce qu'il y a, c'est que comme il y a un processus dialectique, c'est-à-dire une transformation de tout ça, eh bien en fait, comme on le sait tous, et comme la plupart des films de gangsters ou des films en général le racontent, c'est l'esclave qui va devenir de plus en plus apte à être le maître. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'esclave, par le fait qu'il sacrifie ses propres désirs, est le premier à penser au groupe comme à un tout. C'est le premier à ne plus penser à ses désirs personnels comme étant les premiers et les seuls guides de son existence. Petit 2, l'esclave travaille. Et par le travail, il acquiert le savoir et le savoir-faire. De sorte que si les choses se passent bien, et évidemment Hegel ne réfléchit pas aux conditions politiques et économiques de tout cela, c'est Marx qui le fera, l'esclave a vocation et serait le meilleur des maîtres. En tout cas, il apprend à être son propre maître. Alors ça peut paraître une jolie histoire, mais on a des exemples assez amusants dans l'histoire de tout ça. Par exemple, le très célèbre exemple de cette réinversion de l'esclavage par rapport au maître, c'est le sultanat dit des Mamelouks. Pendant environ 2 siècles et demi, les plus belles et les plus riches régions du monde musulman, c'est-à-dire l'Égypte jusqu'au sud de la Syrie et même jusqu'à Alep, les régions vraiment les plus riches de l'époque, sont en fait devenues des provinces dirigées par des sultans mamelouks. Or, qu'est-ce qu'un mamelouk? Un mamelouk, c'était le corps militaire d'abord, mais aussi d'experts administratifs qui était constitué d'esclaves, c'est-à-dire de païens, si jamais on se met dans la perspective musulmane de l'époque, des païens pris essentiellement au niveau du Caucase, au pied du Caucase, ou même derrière le Caucase, on les appelait parfois donc les Turcs aussi, et ces gens-là étaient donc pris au départ par les sultans, ceux qui se pensaient en tout cas les descendants de Mahomet, et on prenait des Mamelouks, pourquoi? Pour surtout se protéger contre les ambitions de la famille, famille élargie, hein, vous voyez bien le topo, quoi. Donc les Mamelouks étaient donc des esclaves compétents, voire experts aussi d'abord et surtout en monde militaire. Sauf qu'au bout d'un moment, cette expertise militaire et administrative, construite sur leur réduction au statut d'esclave, elle aboutit au fait qu'ils se sont dit pourquoi pas prendre nous-mêmes le pouvoir. Ça a duré et ce fut une période d'ailleurs relativement prospère de cette région. On a d'autres exemples de sultanat d'esclaves en Inde. Bien. Deuxième cas, en fait, où on pourrait se dire, mais on a des exemples qui nous montrent qu'il est capable qu'il est possible pour le savoir de prendre le pouvoir, c'est ce cas complètement contemporain cette fois-ci des gouvernements dits techniques, des gouvernements d'experts. C'est par exemple un des reproches qu'ont fait certain nombre de critiques à Emmanuel Macron, au moins dans l'image. On a aussi le cas des gouvernements qui expédient les affaires courantes en Belgique. Quel est le point commun? Dans un cas, les gouvernements dits techniques, eh bien, on a un consensus sur les fins, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut. Et dans un autre, le cas de la Belgique, on a justement un tel dissensus, on a une telle incapacité à se mettre d'accord sur les fins profondes qu'on ne fait plus que la gestion courante. Les gens sont-ils plus malheureux en Belgique sous ce gouvernement d'experts? Bon, c'est pas moi qui peux le dire. Le gouvernement italien de M. Mario Monti, qui a duré de décembre 2011 jusqu'à avril 2013, est l'exemple parfait, je crois, en Europe, de ce qu'on appelle ces gouvernements d'experts. Sur 13 ministres avec portefeuille, 7 étaient professeurs à l'université, souvent d'ailleurs professeurs dans des disciplines qui correspondaient exactement au portefeuille qui était le leur. Et au-delà de ces 7 ministres, qui avait-on? Un amiral. Vous comprendrez bien à quel ministère, un juge, vous savez bien à quel ministère, un ambassadeur, etc. Donc ce gouvernement d'experts, il a été voulu pour différentes raisons très compréhensibles en Italie. La défiance à l'égard des partis, quasiment aucun, je crois même aucun de ces personnages n'était membre ou se réclamait d'un parti. Mario Monti parce qu'il venait d'être nommé sénateur à vie par exemple par le président de la République Napolitano. Donc on a effectivement un cas très célèbre de situation où les gens se disent après tout, pourquoi ne pas laisser faire les experts? Qui veut du chômage? Personne. À l'époque du gouvernement, on dit qui veut avoir des mesures de rétorsion ou qui veut se voir taper sur les doigts par la Commission européenne? Personne. Donc, tout le monde sait très bien, et d'ailleurs tous les partis italiens, enfin les 2 principaux partis italiens ont voté pour le gouvernement Monti, puisqu'il faut réduire la dette, puisqu'il faut des mesures d'économie, puisque cela ne fait pas débat, laissons aux experts qui savent faire cela le soin de le faire. Il y a des calculs politiques derrière. Hein. Monsieur Berlusconi, celui qui venait d'être viré, enfin de perdre en tout cas, était très content, en attendant l'élection, que ce ne soit pas lui qui mette en œuvre les mesures d'économie. En tout cas, quand il y a consensus sur les fins, on peut se dire, mais pourquoi ne pas directement laisser ceux qui savent et ceux qui savent faire au pouvoir? Mais la chose peut aller encore plus loin. Est-ce qu'on ne devrait pas leur donner directement la totalité du pouvoir? Car après tout, est-ce qu'ils ne pourraient pas eux-mêmes délibérer sur les fins? Est-ce qu'on doit vraiment se limiter à l'idée d'un expert qui ne parlerait que de comment ça se fait ou de comment sont les choses?
L'expert, justement parce qu'il sait comment fonctionne l'État ou le monde, ne serait-il pas le plus qualifié pour, finalement, s'approprier la délibération d'ordre politique, la délibération sur les fins? Vous le savez, c'est finalement une question très profonde et qui naît avec la philosophie politique, c'est savoir quelle est la source qui légitime le pouvoir. Et puisque le savoir semble indispensable dans l'ingrédient indispensable dans la grande cuisine qu'est la politique, finalement, est-ce qu'il y a un seul autre ingrédient que celui du savoir? Quelle autre source de légitimité pourrait-on imaginer que celui de savoir? Alors, il y a un exemple ultra célèbre, c'est la théorie platonicienne du philosophe roi, ou du roi philosophe. Dans la République, 4 ou 5 siècles avant Jésus-Christ, Platon a défendu cette théorie qui a eu beaucoup de succès. On trouve encore, par exemple, au XVIIIe siècle, un philosophe que plus personne ne lit aujourd'hui, car il est assez chiant, mais qui était quasiment le philosophe officiel de la Prusse, Christian Wolff, qui a écrit Théorie du philosophe roi ou du roi philosophe. Alors pourquoi Platon veut que les rois soient philosophes ou que les philosophes soient rats? L'argument est simple. Ça, je vous ai mis la petite citation la plus célèbre, celle qui fait un lien de nécessité entre le bonheur de la cité et le statut de ceux qui la gouvernent. Bon. Eh bien, si Platon défend une certaine forme d'aristocratie, l'aristocratie donnée aux philosophes, si Platon défend cette forme d'aristocratie philosophique, c'est que d'après lui, il y a justement une compétence spécifique pour diriger la cité, et c'est le philosophe qui la détient. Pourquoi? Parce que le philosophe, c'est celui qui détient l'amour de la vérité. Non pas l'amour de la vérité dans des sciences particulières, ça ce sont les experts, il le dit très clairement, des artistes, enfin des techniciens, ceux qui détiennent ce qu'on appelle en grec des technés, mais il y a un savoir très différent, un savoir qu'on appellera globalisant, qu'on appelle la sophia, la sagesse, parfois aussi épistémé, chez Platon c'est flottant, mais en tout cas, il y a un savoir globalisant, et ça, c'est justement l'objet même de la philosophie. C'est la philosophie qui se donne pour objet de connaître, non pas telle technique, mais de connaître une chose principale, l'idée du bien. Le philosophe, c'est celui qui, se consacrant à savoir ce qui est vrai au sujet du bien, a vocation à tous les talents nécessaires à organiser ensuite les différentes sciences. Voilà. C'est pour ça que dans la République, Platon va étudier la formation du philosophe qui doit faire mathématiques, géométrie, astronomie et aussi beaucoup d'éducation physique, se confronter à la guerre sans forcément toutefois nécessairement y participer. Enfin, il fait tout un cursus qui dure plus de 30 à 40 années avant de devenir ce philosophe, mais la réponse malgré tout synthétise simplement. Le philosophe qui sait ce qui est le bien, c'est lui qui a vocation à diriger la cité. Si on considère qu'en fait il y a une véritable connaissance des fins, alors il n'y a aucune raison d'être démocrate. Donc ça, c'est une question qui date déjà de Platon et qui est fondamentale en philosophie politique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un certain savoir, une certaine forme d'objectivité en matière politique? Ça peut paraître une question bien vague, bien abstraite, mais c'est une question absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend, en plus des connaissances techniques, de la part de celui qui dirige? Peu importe finalement qu'il soit un autocrate ou qu'il soit plusieurs démocrates. Qu'est-ce qu'on attend de celui qui dirige, étant entendu qu'il n'y a pratiquement personne qui ose dire que n'y connaître rien, ça ne serait pas un problème. Donc on voit qu'il y a déjà un biais, dès qu'on parle des rapports entre politique et savoir, le savoir n'est pas un candidat neutre, c'est un candidat qui a quand même déjà beaucoup de titres à faire valoir pour le fait qu'on lui donne le pouvoir. Donc moi je repose la question philosophique, est-ce que ça existe, cette sagesse au sens de Platon? Ou est-ce qu'il y a une science politique au sens strict du terme? Ça devrait au moins être une question qui vous intéresse pour des raisons assez évidentes. Ce qui semble évident, c'est que justement, l'idéal démocratique, a priori, on le relie à une réponse à la question qu'on vient de poser. La démocratie semble exister parce que la vérité est ou bien impossible, ou bien inaccessible en matière de justice et de bien commun. C'est, par exemple, la réponse qu'apporte quelqu'un que vous connaissez forcément, Hans Kelsen, dans son livre pas le plus connu, mais pourtant un des plus passionnants, je trouve, Démocratie. Dans ce livre sur la démocratie, le fondateur de l'idée et de la pratique de la justice constitutionnelle conclut son bouquin par une parabole, plus exactement par l'évocation d'une parabole dans l'évangile selon saint Jean. C'est l'épisode de Jésus qui est livré aux Romains et que Ponce Pilate, le gouverneur de la région, le gouverneur romain, doit finalement traiter. Alors, Ponce Pilate explique qu'il ne voit absolument pas du tout si jamais Jésus est coupable de quoi et pourquoi finalement faudrait-il l'emmerder, quoi. Mais Ponce Pilate
c'est la lecture qu'en fait Kelsen. Ponce Pilate est un Romain. Il est depuis très longtemps dans le scepticisme que Kelsen approche de la démocratie. Ponce Pilate ne sait pas ce que c'est que la vérité. Rappelez-vous, il s'en lave les mains. Et ne sachant pas ce que c'est que la vérité, n'y croyant pas, que fait-il? Il va livrer Jésus au jugement de la populace. Que voulez-vous? Que faut-il faire? Et la populace, des Juifs qui en veulent à Jésus, va le condamner à mort. Ponce Pilate dit ok, banco les amis, ne sachant pas ce qu'est la vérité, étant sceptique, étant démocrate, dit Kelsen, eh bien je vais vous livrer Jésus, et il sera ensuite crucifié. Alors c'est le dernier, ce sont les derniers paragraphes de ce bouquin. Que veut dire Kelsen ici? Il veut dire ici, il essaie de mettre en scène justement la tension et la crainte qui est, d'après lui, au cœur de la démocratie. Si effectivement on est comme le chrétien qui se dirait mais quelle horreur! Comment a-t-on pu livrer le Fils de Dieu à la vindicte de gens énervés comme ça, qui ne connaissaient pas sa vérité? Si jamais effectivement on est dans cette position-là, alors on se dira qu'il n'y a rien de plus bête que de livrer quelqu'un au jugement de la majorité. Pourquoi la majorité aurait-elle raison? Pourquoi une assemblée de gens, avec leurs défauts, leurs faiblesses, leur ignorance, aurait-elle, simplement parce qu'on les réunit, le pouvoir assez magique, mystérieux, de nous indiquer la vérité? C'est peu probable. Mais dire cela, si cela s'ajoute à la confiance, à la croyance que l'on détient à la vérité, alors effectivement on peut critiquer la démocratie. Mais ce que suggère Kelsen, c'est que, évidemment, dans l'autre sens, tant qu'on n'est pas une sorte de croyant, une sorte de dogmatique, persuadé de la vérité de sa propre théorie, en gros, tant qu'on ne croit pas ou qu'on n'est pas sûr que quelqu'un qui se pointe en disant qu'il est le Fils de Dieu a raison, finalement, est-ce que la démocratie ne serait pas la seule solution? Bon, Kelsen, très clairement, explique que la démocratie, elle naît de la crainte au minimum, peut-être même du refus de cette confiance dogmatique dans la certitude de nos propres vérités. Évidemment, il est atroce qu'on ait foutu Jésus sur la croix, si jamais ça nous intéresse, mais en même temps, on est sceptique, on est plutôt Ponce Pilate finalement que dogmatique, et a priori, peut-être pas pour le meilleur, mais pour éviter le pire. Alors, d'un autre côté, ce scepticisme, est-ce que véritablement on peut s'en contenter? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a le choix simplement entre dire nous ne savons rien sur ce qu'il faut en politique, et donc mettons-nous d'accord, alors ce sont différentes règles, mais à ce titre-là, dans ce cas on pourrait aussi bien choisir un autocrate, puisque s'il n'y a aucune vérité en matière de justice et de bien commun, pourquoi la populace aurait-elle plus raison que l'autocrate? Au moins avec l'autocrate on gagne du temps. Combien de nos collègues en France pensent ça, que finalement on gagnerait un temps précieux en épargnant la discussion? Ou bien, mais dans ce cas il faut nous expliquer comment, ou bien est-ce que les procédures démocratiques auraient, d'une façon qu'il faudrait expliquer, une valeur épistémique, pour le dire en philosophie, c'est-à-dire, ou bien est-ce que les procédures démocratiques apporteraient malgré tout quelque chose comme de la vérité, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on lui reproche d'habituel. Platon et tous les gens, jusque d'ailleurs aux fondateurs des républiques qu'on appelle aujourd'hui démocratiques, tous les gens jusqu'en gros jusqu'au XVIIIe siècle font de la démocratie, y compris Platon, le régime de la bêtise, de l'irrationalité et de l'ignorance qu'on attribue d'habitude aux foules. Bien, est-ce qu'inversement, on aurait des raisons de croire que quand on se réunit, après il faut réfléchir au type de procédure, en démocratie, il y aurait bizarrement une sorte de production ou de rapprochement par rapport à la vérité, à tout le moins d'une forme de rationalité? Voilà les questions les plus pressantes qui se posent. Alors, la version light de la problématique, si jamais vous avez bien voulu sauter par-dessus ce que j'ai dit, elle est facile à comprendre. Puisqu'on dit qu'il y a d'un côté le savoir de l'expert et de l'autre le pouvoir de décision du politique, eh bien, est-ce qu'il est vraiment faisable de déléguer purement et simplement le savoir à des experts? Est-ce qu'il n'y a pas des contre-coups? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions? On verra que si. Et deuxièmement, est-ce que le pouvoir de l'expertise, finalement, est compatible avec l'ambition démocratique? Car après tout, l'expertise semble ruiner l'idéal d'égalité
qui fondent la démocratie. Voilà, dit peut-être plus simplement et rapidement, les deux questions qu'on peut se poser en regardant les différentes expériences de relation avec l'expertise et les différentes théories de l'expertise en contexte politique et démocratique. J'espère que vous n'aurez pas trop pris de votre temps et que vous aurez la patience et la curiosité de regarder la suite. Moi, je l'espère en tout cas.